puisque voilà, on a eu plusieurs tables rondes sur la question donc voilà, de l'Europe, quelle place dans le monde, quelle voie, quelle manière de faire. Et inévitablement, la question de la défense et de la sécurité s'est posée. On n'est pas forcément rentré dans les détails puisqu'on savait qu'on allait discuter de ça avec vous ce soir. Et alors peut-être qu'on pourrait commencer par savoir où en est cette Europe de la défense. On sait qu'il y a eu ce sujet a été remis à l'ordre du jour par le président Macron il y a quelques années, avec les différents développements qu'il y a pu y avoir, que ce soit le Covid ou d'autres éléments, on n'en entend plus vraiment parler. Et donc, du coup, où en est cette question de l'Europe de la défense? Est-ce qu'il y a des travaux en cours, des choses qu'il faudrait faire remonter? Est-ce que c'est un projet qui est toujours sur la table? Puisque c'est ce dont on discutait à la table ronde précédente, il y a des dispositions du traité de Lisbonne qui nous permettent déjà d'avoir une certaine marge de manœuvre. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu l'actualité de ce sujet-là que vous connaissez bien? Bonsoir et merci de m'accueillir pour cette discussion. J'ai commencé en étant contrariante. Je vous dirais que l'Europe de la défense est nulle part et la défense européenne partout. Il n'y a que les Français pour utiliser ce terme d'Europe de la défense. On ne parle pas d'Europe de la concurrence ou d'Europe de l'industrie, on parle de politique industrielle européenne. Les Français ont choisi pour la défense européenne une expression bien à elle qui ne s'est pas exportée. Je rappellerai que nous sommes le pays qui avons empêché la communauté européenne de défense de voir le jour, et certains de nos partenaires ont de la mémoire. Ils nous ont trouvés ensuite un peu arrogants lorsque nous disions « mais enfin, où est-ce que ça en est ?» alors même que nous avions nous-mêmes appuyé sur le frein. La réalité, c'est que depuis 5 ans, la défense européenne progresse à vive allure et beaucoup plus vite que dans les décennies précédentes, pour, je dirais, 4 raisons. Vous avez cité le président de la République, Emmanuel Macron. Depuis 2017, il a poussé les feux de toutes les politiques européennes et notamment de celle-là avec beaucoup de volontarisme. Mais ce volontarisme n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu d'autres facteurs. Le premier, ça a été le départ du Royaume-Uni, le Brexit. Les Britanniques étaient très hostiles à tout progrès en matière de défense européenne. Et à partir du moment où le résultat du référendum a été favorable à quitter l'Union européenne, ils n'ont plus empêché ces progrès. Le deuxième facteur qui a permis d'accélérer, ça a été le mandat de Donald Trump à la tête de la présidence américaine. Son hostilité affichée à l'Union européenne, qu'il qualifiait d'ennemi des États-Unis, son leadership erratique et en réalité souvent absent, ont permis de resserrer les rangs. Mais tout ça, ça paraît conjoncturel et donc fragile. Ce qui fait progresser la défense européenne, c'est la réalité des menaces auxquelles on est confronté. La première de ces menaces, elle s'est manifestée à nouveau avec beaucoup de clarté en 2014 avec l'invasion de la Crimée. Ceux qui pensaient que la menace russe était derrière nous ont compris que finalement, ça n'était pas la fin de l'histoire. L'environnement européen, son voisinage à l'est et au sud, s'est montré résolument instable. Et ce qui a été frappant, qu'il s'agit de la crise syrienne, de la crise libyenne, du Sahel, c'est le peu d'intérêt que les États-Unis y ont porté. Et donc ceux qui avaient pris l'habitude de sous-traiter leur défense exclusivement aux États-Unis ont compris que cette habitude pouvait trouver ses limites. Et puis il y a une nouvelle forme de menace qui, elle, est très présente, qui est quotidienne, qui est une espèce de guerre à bas bruit, de guerre du pauvre, mais qui ne permet plus tout à fait de dire que nous sommes en paix. Ce sont les menaces hybrides. Et aujourd'hui, l'Union européenne, l'Europe, les États de l'Union européenne, mais les institutions de l'Union européenne également, sont régulièrement attaquées par la désinformation, par des cyberattaques, par des ingérences étrangères, qui sont des formes de menaces hybrides auxquelles nous sommes confrontés et face auxquelles il faut se défendre.
face à ce changement, pour le coup profond et probablement durable, de notre situation stratégique, l'Union européenne a progressé comme elle aime le faire, c'est-à-dire brique à brique, en créant des instruments d'abord, avant de se demander exactement pourquoi et comment elle allait s'en servir. Dans le traité, nous avions la possibilité de déclencher une coopération en matière de projets capacitaires de défense, ce qu'on appelle la coopération structurée permanente. Nous l'avons déclenchée en 2017 et elle permet à plusieurs pays européens ensemble de mener des projets destinés à combler des lacunes capacitaires ou à progresser dans des domaines où on n'a pas encore suffisamment fait. Nous avons créé le Fonds européen de défense, qui lui est un changement de paradigme considérable, puisque le budget européen finance désormais de la recherche et du développement en matière d'industrie de défense et sert d'effet de levier pour des industries qui sont incitées à travailler ensemble entre États membres de l'Union européenne, entre grands groupes et PME. On avait entendu pendant des années que c'était contraire au traité. C'était une fake news. C'était tout à fait compatible avec les traités. Et le Fonds européen de défense a été adopté. Son budget a été fixé à 8 milliards pour le budget actuel. Et nous avons voté le vote final sur son règlement il y a quelques semaines. Donc nous avons des nouveaux outils. Nous avons des missions de politique de sécurité et défense commune à travers le monde, en particulier dans notre voisinage, y compris au-delà, des missions exécutives et non exécutives, militaires et civiles. Et maintenant, nous sommes enfin par là où d'autres auraient peut-être commencé, mais ça n'aurait pas été l'Union européenne si nous l'avions fait comme ça. C'est à nous demander pourquoi et comment nous allons utiliser ces instruments. Et nous sommes dans un processus qu'ailleurs on appellerait une revue stratégique, et qu'au niveau de l'Union européenne, on a appelé une boussole stratégique, qui a consisté depuis l'année dernière à faire un état de lieu des menaces telles qu'elles étaient perçues par l'ensemble des États membres. Et à partir du moment où ces menaces ont été mises sur la table, de s'interroger sur la manière d'y répondre et de choisir les meilleures réponses dans plusieurs domaines, qu'il s'agisse de la gestion de crise, des partenariats, de notre résilience, un mot que la crise du Covid nous a permis de mieux comprendre, de nos capacités. Et là, nous touchons sans doute au plus compliqué, mais finalement, il y a eu suffisamment d'échanges, d'habitude de travailler en commun, de discuter en commun, pour qu'en tout cas la première partie sur l'évaluation des menaces se soit bien passée et permis d'enrichir la culture stratégique commune entre États membres. Maintenant, la deuxième partie a commencé. Elle doit aboutir d'ici quelques mois, en octobre ou en novembre, à un projet de texte sur la boussole stratégique qui devra être entériné sous présidence française de l'Union européenne. Et naturellement, la France est très désireuse d'aboutir. C'est trop tôt pour savoir si le projet sera soit insuffisamment ambitieux, soit trop ambitieux, soit réaliste au moment où il est adopté. Je dirais que ma priorité, c'est que ça ne soit qu'une étape et qu'on évite de se satisfaire d'un texte qu'on aura âprement négocié et qu'on adaptera avec toute la pompe dont on est coutumier, mais que ça devienne une habitude de s'interroger sur ce qui nous menace et comment on y répond, et d'adapter les réponses à la réalité des menaces. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. Et aujourd'hui, la défense européenne n'est plus un gros mot, c'est plutôt une attente de nos concitoyens à travers l'Europe. L'autonomie stratégique continue à être un débat intellectuel, mais comme M. Jourdain, nous en faisons tous les jours sans le savoir. Ceux qui questionnent le plus l'autonomie stratégique, ce sont ceux qui la pratiquent le plus au quotidien.
Et pour cela, l'arrivée de Joe Biden n'empêche rien, ne ralentit rien, parce que nous avons un président américain qui a compris qu'y compris dans l'OTAN, il a besoin d'un partenaire européen beaucoup plus fort. C'est parfait parce que justement, j'allais vous parler de Joe Biden. C'est sûr qu'en préparant cette journée sur la place de l'Europe dans le monde avec Ophélie et en parlant aussi de la question de la défense, il était impossible finalement d'oublier, en tout cas de parler de l'élection de Joe Biden qui change quand même un certain nombre de choses. On a vu ces derniers jours aussi un sommet de l'OTAN qui a permis de remettre aussi les choses sur la table et finalement America is back. Et est-ce que finalement ça menace quand même pas un certain nombre d'engagements sur la question de la défense? Vous l'avez dit vous-même finalement sur la question de la conjoncture, c'est-à-dire que Donald Trump et l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine avait boosté les discussions sur les questions de défense, notamment et sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce que l'arrivée de Joe Biden ne risque pas finalement d'endormir ces discussions? Et finalement, plus généralement, quel est le rôle que doit jouer l'Europe dans l'OTAN et dans une alliance aussi où l'Amérique est de retour? Alors, d'abord, je dirais que America is back et c'est une bonne nouvelle. On a vu ce que c'était que 4 ans d'absence de leadership américain, y compris les conséquences que ça a eu sur la sécurité de l'Europe. Je pense en particulier à l'attitude de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Il s'est senti enhardi par le désintérêt que l'Amérique a porté à la sécurité américaine, voire par la sympathie que quelqu'un comme Donald Trump portait à un autocrate comme le président turc. Et ça s'est traduit par une Turquie très active et très présente en Méditerranée orientale, en Libye, en Syrie, au Nagorno-Karabakh, et dans des ingérences plus directes dans nos vies démocratiques. On notera qu'un discours plus apaisé d'Erdogan et des promesses dont il faut attendre qu'elles se réalisent, mais en tout cas des promesses exprimées au sommet de l'OTAN, sont concomitantes de l'arrivée de Joe Biden. C'est-à-dire quand il y a un leader américain, à l'intérieur même de l'Alliance, on se rappelle qu'on est une alliance de valeurs et que entre partenaires de l'Alliance, on ne se menace pas et on ne s'agresse pas. Donc on a vu ce que c'était quand l'Amérique n'était pas là. Et à l'évidence, ça donne envie d'être plus autonome, mais ça ne donne pas envie d'accueillir de manière désagréable le retour des États-Unis. Mais je reviens sur la chorégraphie, je dirais, de la semaine écoulée, parce qu'elle est en soi extrêmement intéressante. Premier déplacement de Joe Biden à l'étranger pour l'Europe. Alors bien sûr, il y avait le G7 au Royaume-Uni, mais il a été loin de bouder son plaisir puisqu'il a continué par un sommet de l'OTAN, mais aussi, et ça n'est pas du tout indifférent, par un sommet Union européenne-États-Unis, dans ce sommet Union européenne-États-Unis, nous sommes convenus d'établir un dialogue stratégique avec les États-Unis. Ça veut dire que tout ne se passe pas dans l'OTAN. Et ça veut dire que l'Union européenne est reconnue en tant que telle comme partenaire stratégique des États-Unis. Et ça, c'est une révolution culturelle qui est un petit peu passée inaperçue au milieu de tous les flonflons de ces sommets, mais c'est considérable. Et je dirais aussi que Joe Biden s'est assuré de la force et de la qualité de cette alliance, y compris avec l'Union européenne et pas seulement avec les États européens individuellement, avant d'aller voir Vladimir Poutine. Donc il est allé face à Poutine fort d'un camp transatlantique resserré. Et la première chose qu'ont fait les Américains à la sortie de l'entretien entre Biden et Poutine, ça a été de débriefer les Européens. Donc il a discuté avec eux en amont et il les a débriefés immédiatement en aval. C'est évidemment son intérêt. Il n'y a pas de générosité ou d'angélisme dans la démarche. Les États-Unis savent qu'aujourd'hui, face aux menaces qu'ils rencontrent, face aux défis qu'ils doivent relever,
Même la superpuissance américaine seule ne suffit pas. Ils le savent sur les questions de contrôle des armements, ils le savent sur, évidemment, la relation complexe avec la Chine, mais aussi sur le terrorisme, sur les cyberattaques. On a besoin d'être ensemble, et notamment parce qu'on rencontre les mêmes attaques contre nos systèmes démocratiques. Et les alliés qu'il va chercher, ce sont les Européens, et notamment l'Union européenne en tant que telle. Ça, c'est considérable. Et on entend dans le discours américain depuis janvier, celui de Biden, celui de Blinken, son secrétaire d'État, qu'un partenariat transatlantique plus fort a besoin d'une Europe plus forte. Et que le renforcement stratégique de l'Union européenne est bénéfique au renforcement de l'OTAN. On n'entend plus que c'est un risque de concurrence, de doublons, de perte d'énergie, etc., etc. C'est un emboîtement de l'un dans l'autre. Alors pour autant, personne n'est angélique et certainement pas de ce côté-ci de l'Atlantique. Et nous avons notamment veillé, parce que notre exercice de boussole stratégique s'achève en mars 2022, avant le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Certains ont pu être tentés de dire « attendons de ce que l'OTAN a à dire et l'Union européenne le déclinera à son niveau ». D'autres, et la France en fait partie, ont dit « mais c'est tout le contraire. Si on veut peser dans l'Alliance atlantique, décidons ce que sont nos menaces et comment on y répond avant et apportons le fruit de cette discussion dans le nouveau concept stratégique de l'OTAN. » L'un et l'autre ne se tournent pas le dos, mais il n'est pas question que ce soit l'OTAN qui décide la manière dont l'Europe pense sa sécurité. Alors, vous parlez justement de un peu ce retournement de la position de l'Union européenne par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on entend et ce qu'on comprend de ce que vous nous expliquez, c'est que progressivement, l'Union européenne envisage de justement déterminer l'agenda et les positions qui pourront être prises par l'OTAN et pas le contraire. Ce qui nous amène à la question, selon vous, où est-ce qu'on en est au niveau international quand on parle d'Union européenne? Et j'ai en tête, par exemple, les derniers développements qu'on a pu avoir vis-à-vis de la Biélorussie. Donc, bien sûr, on a le Parlement européen qui est toujours très engagé sur ces questions-là et j'ai bien en tête la résolution qui a été adoptée à la dernière session, justement sur la condamnation de ce qui a pu se passer en Biélorussie. Et justement, au-delà de la réaction du Parlement européen, on peut se poser la question de la réactivité ou de la vitesse de réaction des leaders européens sur la scène internationale. Donc là, peut-être, on parle plutôt de diplomatie plus que de défense ou de sécurité. Mais selon vous, quelle est la place de cette Union européenne comme acteur politique au niveau mondial? Quelle est la crédibilité de cet acteur? Et justement, la question du rapport entre OTAN et Union européenne est un peu au cœur de cette question. Mais donc, on pense forcément aux États-Unis, mais plus largement, face à des acteurs tels que la Chine et même plus proches de nous, comme la Russie et la Turquie. Quelle est la crédibilité de l'Union européenne comme acteur international et est-ce qu'on fait assez pour s'affirmer comme un acteur avec lequel il faut compter? Alors, si j'étais enseignante, je dirais en progrès, mais peut mieux faire. En progrès, parce que sur la Biélorussie, ce n'est pas seulement le Parlement européen qui a été clair, c'est aussi le Conseil. Et le détournement de l'avion de Ryanair et l'enlèvement du jeune blogueur Roman Protasevich ont été des événements suffisamment forts pour que le Conseil les condamne en moins de 48 heures et décide du principe de sanction en moins de 48 heures de manière unanime. C'est assez rare pour être noté et ça a été le cas. Il faut dire que l'Union européenne en elle-même était visée. C'était un avion qui reliait deux capitales européennes avec des passagers européens d'une compagnie européenne et avec un jeune homme et sa fiancée qui avaient trouvé refuge en Europe. Donc si on n'avait pas vu ça, je ne sais pas ce qu'on serait capable de voir jamais. Mais il y a eu aussi plusieurs ratés assez spectaculaires
dans une commission qui s'était qualifiée elle-même de commission géopolitique. On se souvient du déplacement de Joseph Borrell à Moscou et de l'humiliation que lui a fait subir Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, un ministre des Affaires étrangères qui a vu passer je ne sais pas combien de hauts représentants, de chefs d'État, de gouvernement, de ministres des Affaires étrangères, extraordinairement expérimenté et dont il aurait fallu être naïf pour penser qu'il était amical. Mais en tout cas, Joseph Borrell a raté cette marche. On se souvient aussi du fameux Sofagate avec Recep Tayyip Erdogan, mais il avait été précédé d'une visite à Ankara de Joseph Borrell où le ministre turc des Affaires étrangères, Mehmet Çavuşoğlu, avait été lui, là aussi odieux, arrogant, et il y aurait eu de quoi en faire un incident. On ne l'a pas beaucoup dit, mais c'était déjà le cas. Donc il y avait évidemment du fil à rattraper. Je dirais que on a des faiblesses à rattraper, mais nous sommes un modèle qui est attaqué parce qu'il dérange. Les faiblesses à rattraper, on le sait, on le voit, c'est la règle de l'unanimité en matière de politique étrangère. Il suffit d'un trublion pour que tout bloque. Très souvent, ce trublion s'appelle Viktor Orban. On connaît ses liens forts avec la Russie, avec la Chine. J'allais dire en priorité avec tout ce qui n'est pas européen avant d'avoir des liens forts avec ses propres voisins, ce qui évidemment n'est pas très agréable. Mais parfois, ça n'est pas lui. Il faut lui rendre, j'allais dire, cette justice que j'ai le souvenir que Malte nous a longtemps empêché de démarrer l'opération Irini pour quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Et j'ai le souvenir d'avoir appelé Emmanuel Macron, lui disant, je vous en supplie, appelez le Premier ministre de Malte, vous avez 1000 autres choses à faire. Mais là, on est bloqué, on n'y arrive pas. Chypre a bloqué des sanctions sur la Biélorussie parce qu'il souhaitait qu'on sanctionne la Turquie. Bref, quand on est dans la règle de l'unanimité, c'est la règle du moins-disant qui l'emporte. Et dans tous les secteurs européens où cette règle est toujours présente, c'est le même frein. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ou souvent un pays qui bloque? Parce qu'il y est incité par des puissances extra-européennes qui cherchent, j'allais dire, le cheval de Troie. Et pourquoi le font-elles? Pourquoi est-ce qu'on est attaqué? Pourquoi il y a des cyberattaques? Pourquoi il y a des ingérences étrangères dans nos processus, y compris électoraux? Pourquoi est-ce qu'il y a de la désinformation? Parce que le modèle que représente l'Union européenne est extraordinairement dérangeant pour tous les autocrates de la planète. Et il continue à l'être, et j'allais dire, il l'est de plus en plus. Un espace de liberté, de justice sociale et d'esprit d'entreprise qui, bon an, mal an, fonctionne, c'est une insulte à Xi Jinping, à Erdogan, à Poutine. C'est le contraire de ce qu'ils prêchent toute la journée à leur propre population. Et donc, le mieux, ce serait que ça ne marche pas. D'ailleurs, ils ont espéré qu'avec le Covid, ils feraient la démonstration que ça ne marchait pas. Et qu'on l'a entendu au début, puisqu'il y avait beaucoup de propagande et beaucoup de désinformation, on entendait certains de nos compatriotes à travers l'Europe dire finalement on se serait mieux sorti avec un régime autoritaire. Et la Chine se frottait les mains, la Russie se frottait les mains en se disant, ben voilà, il a fallu un virus pour qu'ils le comprennent, jusqu'au retournement de tendance, puisque l'Europe c'est lent, mais c'est solide, et en général, ça ne laisse personne de côté. Et le retournement de tendance aujourd'hui, c'est que jamais l'image de la Chine n'a été aussi dégradée en Europe. Jamais. On a du mal à se souvenir qu'il y a quelques années à peine, les Jeux Olympiques se passaient à Pékin et que tout le monde était en admiration devant la Chine. Et on a maintenant une Chine arrogante mais agressive et finalement sur la défensive. On voit, si on voulait être très caricaturaux, que c'est les pays où le populisme est le plus présent, où les variants sont le plus présents aussi. En matière de Covid, bon, on pense au Brésil, on pense malheureusement à l'Inde de Modi. Et ces pays-là trouvent quand même très agaçant qu'un ensemble de pays avec une gouvernance souple et complexe, où on débat, où aucune décision n'est prise d'un claquement de doigts, où tout devrait concourir à nous rendre moins capables d'affronter les défis d'aujourd'hui, finalement, dans un débat très ouvert, avec beaucoup de transparence, où on connaît les oppositions des uns et des autres, on finit par s'en sortir.
Et ça explique beaucoup cette guerre hybride que nous mènent les autoritaires et dont il faut être parfaitement conscient, parce qu'elle est là sans arrêt et qu'elle va probablement croître dans les années à venir et qu'il faut qu'on apprenne à mieux se défendre contre elle. Et puis je dirais un mot sur la Chine. Je ne suis pas convaincue que la Chine soit un sujet vraiment pour l'OTAN, parce que la Chine est un défi à beaucoup d'aspects. Il n'est pas pour l'Alliance transatlantique un défi militaire conventionnel à ce stade. Hormis peut-être la question de la liberté de circulation sur les mers, où on a intérêt à travailler de manière coordonnée avec les Britanniques, avec les Américains, avec les Japonais, avec tout le monde. Mais si je mets ce sujet à part, le défi chinois n'est pas pour nous, Européens ou Américains, à proprement parler aujourd'hui un défi militaire. Il l'est pour Taïwan, il l'est sans doute pour le Japon, il l'est pour les États de la mer de Chine, mais pas pour nous. En revanche, c'est un défi tout court. Quand l'Europe dit c'est un rival systémique, elle est sortie de la naïveté. Mais pour répondre au type de défi qu'est la Chine aujourd'hui, il faut des réponses technologiques, de politique industrielle, de protection des investissements, d'instruments de protection commerciale. Ce sont des instruments que l'OTAN n'a pas et dont l'Union européenne dispose. Et on s'aperçoit que cet objet étrange qu'est l'Union européenne est probablement ce qui se fait de mieux outillé en transnational pour répondre aux défis chinois. Et ça, c'est un élément de réflexion des Américains qui aimeraient un alignement complet sur leur politique chinoise et qui comprennent qu'en tout cas, le dialogue, c'est avec l'Union européenne qu'il faut le mener, pas dans l'OTAN. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je retiens notamment votre prise de parole sur finalement la question du Covid, où c'est vrai que dans les premiers mois, on a vu, on a cru en tout cas à une Europe assez faible, et au final, à la fin, on va dire, on gagne la course que lorsqu'on a passé la ligne d'arrivée. Peut-être, on va passer maintenant aux questions du public. Donc, pour les personnes qui sont présentes, je vois déjà qu'il y a quelques questions dans le public. Il y a une remarque d'Ulrich, peut-être qu'on peut prendre en premier, et puis ensuite je vois deux autres mains et on prendra au fur et à mesure peut-être les questions. Et comme ça nous permet de poursuivre la discussion. Donc peut-être Ulrich, si tu peux allumer ton micro et prendre la parole, et puis ensuite je donnerai la parole aux différents personnes. Merci Hervé. Suite aux réunions du sommet de l'OTAN, de la réunion de Biden avec l'Union européenne, et on a un peu l'impression, enfin moi j'ai un peu l'impression que on prend trop facilement pour argent comptant les changements d'attitude d'Erdogan qu'il affiche au moins vis-à-vis de ses partenaires européens et transatlantiques. Alors peut-être est-ce que c'est aussi parce que l'Union européenne a ses intérêts en Turquie, notamment l'intérêt de garder les réfugiés en Turquie pour qu'ils ne bougent pas, pour qu'ils ne viennent pas jusqu'à nous, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque part une certaine naïveté par rapport à un homme qui finalement a prouvé après pas mal de retournements de situation qu'il n'est pas fiable et qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Alors, la question turque est évidemment une question très complexe. Il y a ce qui sort dans les communiqués, il y a après ce qui se dit en tête-à-tête et porte fermée. Vous aurez par exemple peut-être remarqué que le premier rendez-vous qu'a eu Emmanuel Macron en arrivant à l'OTAN, c'était en tête-à-tête strict, personne n'était dedans, avec Erdogan. Et ce qu'on en a su, c'est que c'était, je dirais, viril. Il y a deux attitudes, ou trois. Bon, celle du laisser-faire total, qui a été la tentation de Trump, très clairement, et de certains Européens pour des raisons diverses, parce qu'il y a effectivement 3 millions de
réfugiés syriens, et pas seulement syriens, en Turquie, parce qu'il y a une diaspora turque en Europe ou parce qu'il y a des intérêts économiques croisés qui existent entre la Turquie et certains pays européens. Il y a une géographie, il y a une proximité, tout ça. Et une deuxième attitude qui consiste à être systématiquement méfiant et à penser que quoi que dise Erdogan, il fera le contraire et qu'il faut le contenir, le contester et le ramener par la force à de meilleurs sentiments. Alors, par la force, qui est prêt à le faire? Je ne sais pas. Pas grand monde. On a une opération de l'Union européenne, Irini, qui surveille le respect de l'embargo sur les armes en Libye et qui documente sa violation. Cette opération gêne les Turcs, mais cette opération existe. Elle a eu un peu de mal à se monter, mais elle se déroule. Et elle a son intérêt. Sans doute l'Union européenne devrait apprendre à faire plus, mais quand même. Et puis, il y a la troisième attitude qui consiste à dire ne soyons pas naïfs. Erdogan et les autorités turques d'aujourd'hui ont conduit la Turquie très loin des valeurs européennes. Et d'ailleurs, de facto, les négociations d'adhésion sont totalement suspendues avec la Turquie. Totalement. Et personne aujourd'hui ne viendrait dire tiens, si on ouvre un nouveau chapitre ou si on en ferme un autre. Personne. Personne au Parlement européen, de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'hémicycle, personne au Conseil, personne. Il y a des sujets inquiétants, listons-les, disons à Erdogan ce qu'on attend de lui et laissons-lui une voie de sortie. À un moment où son économie est fragile et où lui-même réprime d'autant plus qu'il est contesté, notamment par les plus jeunes. C'est le pari qui est fait en ce moment, qui consiste à lister, par exemple, la demande que les conseillers turcs et les milices syriennes quittent la Libye. On a aujourd'hui en Libye un processus politique fragile dans un pays qui n'a jamais connu la démocratie, mais on a quelque chose avec une date annoncée pour le 24 décembre des élections. Est-ce que ce sera tenu ou pas tenu, je ne sais rien. Avec un gouvernement et une classe politique qui est sortie en partie des divisions, des factions, des milices qui ont ravagé la Libye depuis plusieurs années. Biden l'a dit à Erdogan, Macron l'a dit à Erdogan, Merkel l'a dit à Erdogan. On lui demande de sortir ses troupes. On demande la même chose aux Russes. Et Biden l'a dit à Poutine. Et là, chacun sort les siens et on va enfin laisser les Libyens se débrouiller tout seuls. Après, c'est un art d'exécution parce que des milices, quand on les désarme, qu'est-ce qu'on fait des armes? Il faut assécher les financements. Je ne dis pas que ça va se faire d'un claquement de doigts. Mais disons qu'on donne à Erdogan une feuille de route très précise en lui disant ça, c'est off limits, même chose en Méditerranée orientale, et en attendant de voir très précisément dans les actes s'il s'y tient ou s'il ne s'y tient pas. On n'oubliera jamais que c'est la deuxième armée de l'OTAN. On n'oubliera jamais que jusqu'à une date assez récente, c'était la protection contre la Russie au flanc sud de l'OTAN. Aujourd'hui, le rapport de la Turquie avec la Russie est beaucoup plus ambigu et nous, on l'a fait comprendre à la nouvelle administration américaine en disant ne pensez pas que c'est le meilleur rempart contre la Russie parce qu'en Syrie, en Libye et ailleurs, finalement, ils se partagent le gâteau. Mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'au moment où les États-Unis se retirent d'Afghanistan, le seul pays qui s'est proposé pour maintenir la sécurité à Kaboul, c'est la Turquie. Il n'y en a pas d'autre. Donc on ne peut pas totalement tourner le dos à la Turquie, mais on doit le faire avec des yeux bien ouverts. Merci beaucoup. On a encore une question de Angelo Marco Polo. Vous pouvez poser votre question, faites assez court pour qu'on puisse encore prendre les autres questions qui sont aussi demandées. Vous avez Merci la beaucoup. parole pour votre question.
Merci beaucoup. On va essayer de faire 2 courtes questions. Madame la ministre peut répondre ce qu'elle souhaite. Madame la Présidente, ça fait plaisir de vous attendre. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect aussi des citoyens, ne l'oublions pas, de différentes tendances politiques de différents pays par rapport à la défense européenne. Il faut nous la faire aimer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des exemples glorieux de l'histoire, et humanistes aussi, au fond, de l'histoire dans l'histoire profonde de l'Europe, où on a vu l'Europe unie à des moments différents dans le passé, les Pentes et d'autres, Navarino, etc. La France était présente, entre autres, et qui pourrait valoriser dans l'histoire, à travers l'histoire, l'idée d'une armée éventuelle européenne d'aujourd'hui, ou en tout cas d'une politique de défense européenne forte. En ce qui concerne les choses essentielles que vous venez d'évoquer, il y aurait beaucoup à dire, mais pour aller très intéressant ce que vous avez dit, on vous remercie. Mais on va tout de suite au plus pratique des questions. Une, en ce qui concerne l'autonomie stratégique de l'Europe, que la France défend, comme vous savez, énormément. Aussi du point de vue technologique, comme vous venez d'évoquer, surtout après le parti, pour l'instant, de nos amis britanniques, jusqu'à ce que nous puissions les convaincre. Qu'est-ce que vous pensez vraiment dans la position que vous avez maintenant, avec la vie d'ensemble que vous passez, qui nous manque actuellement? Qu'est-ce qu'il manque comme investissement, comme technologie? Il y a quelques années, un général français qui travaillait dans le système de l'espace européen avait prétendu que ce qui nous manque, c'est le Early Warning System qui pourrait être fait, qui devrait, selon lui, se faire par le niveau spatial, etc. Et que ça, ils ont nos amis américains, ils ont les Russes, peut-être les Chinois, j'en sais rien, pas encore, mais nous ne l'avions pas et il fallait l'avoir, en tout cas pas en Europe. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Quelle direction vous pensez, vous conseillerez qu'il fallait que les investissements, les technologies et les recherches se dirigent? Et en ce qui concerne la Turquie et les autres questions, enfin, rapide, pour la petite Chypre, mais sa seconde, elle n'était pas contre, j'avais suivi heure par heure à l'époque, ce que vous venez de dire, elle n'était pas contre les sanctions pour la Biélorussie, elle les a soutenues, comme tout le monde, parce qu'elle acceptait la position commune, elle a simplement différé pour quelques jours pour qu'il y ait un accord avec le président Macron au sommet, et il y en a eu, l'Europe a été unie, même là, même ça c'est complètement secondaire. Je connais la vie de l'extérieur, mais il n'y avait pas de blocage. Ils ont laissé la décision au chef d'État. Mais en ce qui concerne l'autre question, la question de l'énergie, la question sérieuse que vous connaissez très bien, vous l'avez évoquée dans le passé ici à Strasbourg aussi. Il y a de l'énergie, comme vous savez, très important. Le président Macron le connaît mieux que tous. Il y a longtemps, même lorsqu'il était même ministre, dans la région. Nos amis aussi de l'Israël et aussi de l'Égypte et aussi d'autres pays, qui sont concernés, qui ont une partie de cette énergie. Ils veulent coopérer avec l'Europe. La petite Chypre, qui est membre de l'Union européenne, et en partie la Grèce, ils peuvent faciliter là. Et la France, mais la France est le seul pays qui peut défendre avec nos autres alliés de l'Union européenne sur place, même si l'Allemagne avait les bateaux, une action récente avec le président Chirac par rapport au Liban, ce qui était bizarre. C'était l'Allemagne, la France avait la terre. Donc, la question est très naïve, je m'excuse pour cela, mais ça se pose. Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens de défendre cette ressource énergétique-là, qui pour l'instant, à ce moment, vu que le Nord est périclite point de vue ressources énergétiques, les ressources énergétiques que l'Europe a, pour en avoir, elle-même et avec des amis, et du côté arabe et du côté israélien, ils sont là. Bon, je vais essayer de répondre à ces très, très, très nombreuses questions. Je dirais que sur l'histoire, il faut quand même regarder notre histoire en face. On a plus souvent été dans l'histoire divisée, on s'est plus souvent fait la guerre qu'on a fait les grandes choses ensemble. Et puis, il faut aussi avoir conscience aujourd'hui, et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète, c'est que le récit historique est en train de diverger entre pays européens. J'ai le souvenir d'un ambassadeur de France en Pologne qui me disait en Pologne, ce qui est le plus imprévisible aujourd'hui, c'est le passé.
ce qui a été réécrit en permanence. Et c'est généralement des récits qui deviennent très nationalistes et qui ne sont pas de nature à nous aider beaucoup à travailler ensemble. En revanche, dans le présent, il y a des choses que l'on sait faire ensemble. Et contrairement à ce qu'on entend trop souvent des eurosceptiques ou des journalistes qui ne connaissent pas l'Europe, aujourd'hui au Sahel, la France n'est pas seule. Pourquoi est-ce qu'il est possible à Emmanuel Macron de dire qu'on va redimensionner Barkhane parce qu'on a fait monter la force Takuba, qui est une force qui réunit des forces spéciales européennes sous commandement français. Alors, ça n'a pas exactement le drapeau bleu étoilé comme certains le voudraient, mais c'est une mise en commun européenne, je crois, très intéressante parce que pragmatique et concrète. Et il y a déjà 11 États membres qui sont dans Takuba. Le dernier qui vient de voter son entrée dans Takuba, c'est le Danemark. Il y a aussi l'Estonie, il y a aussi la République tchèque. Il y aura probablement bientôt la Lituanie, puisque le vote est passé en commission de la défense au Parlement lituanien. Il ne devrait pas poser de problème en plénière. L'Italie, la Grèce, etc., etc. C'est quand même l'illustration du fait que la perception d'une menace commune progresse et que la capacité à être en commun sur des champs de bataille, parmi les plus exigeants, avec des forces spéciales, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Alors, il reste encore du chemin, mais je dirais qu'on a le droit de mettre en avant ces encouragements que l'on a vis-à-vis de nous. Vous avez posé tellement d'autres questions que j'aurais dû prendre des notes. Sur la question de l'énergie, c'est une question qui évidemment existe en Méditerranée orientale, c'est même la source de nos différends avec la Turquie. La première question, c'est le respect du droit international et notamment du droit de la mer et de ne pas commencer à aller considérer que les zones où il est possible qu'il y ait des hydrocarbures sont par définition des zones contestées. Et c'est vrai en Méditerranée orientale, ça peut être vrai ailleurs. On voit bien aujourd'hui qu'avec le changement climatique, l'ouverture d'une route du Nord en Arctique est à la fois source d'opportunités, mais enfin source aussi de tensions potentielles. C'est vrai aussi en mer de Chine, ça peut être vrai au large de la Nouvelle-Calédonie, ça peut être vrai dans beaucoup d'endroits. Donc l'un des fondements de ce que défend et de ce que défendra l'Union européenne, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, c'est la liberté de circulation et c'est le respect du droit international de la mer. Et ça sera des éléments forts de notre présidence française de l'Union européenne. Là-dessus, d'ailleurs, on aurait besoin que les Britanniques arrêtent de faire la fine bouche et arrêtent de considérer qu'il est hors de question d'avoir un partenariat avec l'Union européenne en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense. Je pense que ça viendra, mais je ne pense pas que ça viendra très vite, parce qu'on a un gouvernement britannique qui reste résolument déterminé à justifier chacune de ces difficultés par l'épouvantail de l'Union européenne. Donc, ça ne permet pas de faire beaucoup de progrès très rapidement. Et je ne vois pas ce gouvernement changer de registre très vite. En tout cas, il aurait pu le faire, par exemple, au G7, et il a choisi de faire le contraire. Donc, il faut l'entendre tel que c'est le cas. Après, sur le plan capacitaire, qu'est-ce qui nous manque? Alors, je dirais que parfois, on a trop de choses. On a trop de modèles de chars, on a trop de modèles de navires, on a trop de modèles d'avions de chasse, ce qui fait que nous sommes fragmentés, nous ne sommes pas forcément interopérables, et travailler ensemble sur des champs de bataille communs quand on a des matériels aussi disparates, ça n'est pas une bonne idée. C'est à ça que doit servir notamment le Fonds européen de défense. C'est ce que vise l'avion du futur que nous construisons avec l'Allemagne et le char du futur. C'est avoir moins mais mieux et mieux distribué partout en Europe. En revanche, il y a des lacunes et moi je pousse beaucoup à ce que l'examen de ces lacunes soit fait de manière très pragmatique, très opérationnelle, notamment en regardant nos opérations extérieures. De qui et de quoi dépend-on quand on fait usage de nos armes? Parce que vous savez, sinon, je vois très bien comment les industriels vont nous dire de quoi on a besoin, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans leur carton et qu'ils ont envie qu'on finance.
Ce n'est pas totalement indifférent, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure définition de nos besoins. Et si on regarde le Sahel, on voit qu'il nous manque deux choses. Il nous manque des drones européens et il nous manque des capacités de ravitaillement en vol. Ravitaillement en vol, on est 100% dépendant des Américains. C'est pour ça que même sous Trump, on a continué à dialoguer avec eux pour qu'ils ne nous suppriment pas les facilités de ravitaillement en vol au Sahel. S'ils avaient arrêté, comme Trump l'avait évoqué, et peut-être comme il pense l'avoir fait, mais son Pentagone ne lui a pas obéi, nos opérations auraient été en difficulté. Le constater, c'est mettre sur la liste que là-dessus, il faut qu'on travaille. Vous avez parlé de l'espace et vous avez parfaitement raison. Là-dessus, l'Europe a plusieurs atouts qu'il faut qu'elle conserve et ça ne doit pas être des lauriers sur lesquels on s'endort. Le premier atout, c'est l'accès autonome à l'espace. Des lanceurs européens qui permettent d'accéder de manière autonome à l'espace depuis des bases européennes. Ça ne doit pas se perdre. On ne peut pas prendre le risque d'aller lancer ailleurs ou d'aller lancer avec d'autres lanceurs que les Européens, sinon c'est plus nous qui décidons. On a des capacités d'observation extraordinairement utiles. Galileo développe un programme restreint destiné aux opérations extérieures. Et ce programme, dont on a tout dit, qu'il était inutile, qu'il doublonnait le GPS, qu'il avait pris du retard, qu'il était compliqué, ce programme fonctionne, tant et si bien que, Johnson a fait des pieds et des mains pour rester dedans, et on lui a rappelé que les règles sur le programme restreint de Galileo, c'était les Britanniques, quand ils étaient dans l'Union européenne, qui les avaient rendus très stricts, et que ça ne pouvait pas être les mêmes Britanniques qui nous disaient après que c'était très strict, mais pour les autres. Et les Américains qui ont quand même tout fait au début de l'aventure Galileo pour la faire capoter, on a le droit de le dire maintenant, il y a prescription. Maintenant, ils nous disent, écoutez, votre truc, ça marche très bien. Votre programme restreint, ça a l'air très bien. Est-ce qu'on peut y avoir accès? Parce qu'on a de temps en temps des bugs dans le GPS, tiens donc. Et quand on est en bug, on voudrait se raccrocher à nous, à vous. Et évidemment qu'il faut qu'on dise oui. Et inversement. Parce que ça, c'est une forme de doublon qui est une forme de sécurité entre alliés. On ne peut pas laisser les Américains en rideau, il ne faut pas qu'ils nous laissent en rideau. Maintenant, il faut qu'on progresse en matière de surveillance et de sécurité de l'espace. Parce que l'espace est d'abord une poubelle, celle de tous les débris spatiaux qui s'y promènent et qui peuvent abîmer, endommager ou détruire des satellites européens. Et puis on a des débris qui peuvent tomber sur Terre et parfois n'ont pas la bonne idée de tomber dans l'océan, ils peuvent tomber sur la terre ferme. Donc on a besoin de le savoir. On a besoin de savoir aussi quand des satellites de pays qui ne nous veulent pas que du bien s'approchent des nôtres, quand, qui, pourquoi et comment. Et c'est arrivé. On l'a su, notamment un satellite militaire français qui a été approché par un satellite militaire russe. On l'a su par les Américains. Alors, il y a ceux qui diront, c'est bon puisque les Américains nous le disent. Sauf qu'au moment où Donald Trump était quand même très proche de la Russie, on pouvait se demander s'il nous le dirait chaque fois. Ou pas. On a commencé à développer des capacités nationales de surveillance. Ça nous a permis de voir que parfois, c'était des satellites américains qui nous approchaient. Et que naturellement, les Américains ne nous l'auraient pas dit. C'est ça l'autonomie stratégique. Ce n'est pas être contre ses alliés, mais c'est aussi être capable de voir par nous-mêmes et de savoir par nous-mêmes. Donc, la France a pris de l'avance en matière de surveillance spatiale. Moi, je plaide fortement pour qu'on européanise ces capacités de surveillance spatiale. Et là, je me heurte au grand paradoxe français, qui est qu'on est toujours les plus européens dans le discours, mais quand il faut passer aux actes, on l'est beaucoup moins. Parce que naturellement, on m'a dit, mais alors si on européanise la surveillance de l'espace, les autres Européens vont savoir ce qu'on fait. Ah bah oui, ça, il y a un moment où il faut se faire confiance.
Et il faut qu'on passe cette étape-là. Et ça, c'est le grand paradoxe français. L'Europe de la défense, puisqu'on utilisait cette expression en début de conversation, elle est très belle dans les discours, et puis parfois, quand il faut la mettre en œuvre sur le terrain, il m'arrive de tirer la manche de mes amis du ministère des Armées en leur rappelant que nous sommes des Européens convaincus et que ça serait mieux si ça se voyait. En effet, parfois il vaut mieux des preuves d'amour que simplement des belles paroles. Une dernière question de Domenico Moro. Vous avez la parole pour voilà, une dernière question, puis ensuite on viendra vers la conclusion de cette discussion. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai trois questions pour Madame Loiseau relatives à la défense européenne. La première question, ne pensez-vous pas que le traité instituant l'Eurocorps devrait être intégré dans les traités européens afin de commencer à doter l'Union européenne d'une capacité militaire minimale? La deuxième question, Louis Gauthier, conseiller de Macron pour la défense européenne, lors d'une audition à l'Assemblée nationale en mai 2019, a déclaré que la France, au cours du premier semestre 2022, fera une proposition pour la réalisation d'une Union européenne de la défense et de la sécurité. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Enfin, la troisième question, à mon avis la plus importante, étant donné l'importance de la France dans le processus d'intégration européenne. Le président Macron a beaucoup parlé de la souveraineté européenne et aussi d'autonomie stratégique. À votre avis, quand Macron fera-t-il dans le domaine militaire le même choix qu'Helmut Kohl dans le domaine monétaire, c'est-à-dire céder la souveraineté, au moins partielle dans ce cas, dans le domaine militaire afin de permettre l'émergence d'une souveraineté militaire européenne? Merci. Bon, j'espère qu'on a encore 2 heures devant nous. Je ne crois pas, mais je vais quand même essayer de répondre à ces très bonnes questions. Première question, l'Eurocorps et son inclusion dans les traités. Je vais vous faire une réponse iconoclaste, surtout à des fédéralistes. Je vais vous dire que je préfère les preuves d'amour aux traités sur l'amour. Je préfère qu'on avance en marchant. Je préfère qu'il y ait la volonté politique qui permette qu'on puisse susciter des générations de force pour les missions et les opérations de politique de défense commune, et que chemin faisant, on arrive à constituer les fameux battle groups, les forces d'entrée sur le terrain de 1000 hommes. Pourquoi est-ce que ces battle groups n'ont jamais été utilisés? Pourquoi est-ce que l'Eurocorps, après l'Afghanistan, est resté un peu en sommeil? C'est le manque de volonté politique. Et on a même un problème plus grave aujourd'hui, c'est qu'on a des missions et des opérations de l'Union européenne avec des mandats plutôt moins audacieux qu'il y a 15 ans. On faisait plus sous Solana qu'on ne fait sous Borrell. Mais ce n'est pas la faute de Borrell, hein, c'est les États membres. Hein. Borrell, il ne peut que réunir la volonté des États membres ou constater qu'elle n'est pas là. Et quand on décide des missions et des opérations, on a vraiment le sentiment que c'est très facile au Conseil de dire ce qui va être dit bientôt, lançons une mission au Mozambique. Quand il s'agira de trouver les troupes et les équipements pour aller dans cette mission, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et on fera le compte de qui y est allé. On a des missions où il manque 50% des effectifs. On en a encore aujourd'hui. Et c'est dramatique. EUTM Mali, la partie conseil, et pas seulement formation des troupes maliennes, la partie conseil qui est réputée être aujourd'hui la plus utile, la plus importante, celle qui correspond au renforcement du mandat d'EUTM Mali. Il manque 50% des effectifs. Alors c'est très gentil à Bruxelles, dans une salle, de dire on renforce le mandat d'EUTM.
le Parlement, qui n'a sur ces questions qu'un rôle connexe, monte en puissance parce que nous faisons en permanence l'état des lieux et nous revenons vers le Conseil en disant « vous vous êtes moqué du monde ». Et maintenant, on le fait dans des séances publiques en disant « il ne peut pas y avoir une telle différence entre ce que vous annoncez et ce qui se passe sur le terrain. Ça n'est pas possible. » Ensuite, les autres questions. Alors, il faut encore là aussi que je m'en rappelle. Est-ce que Emmanuel Macron doit déchirer son manteau et partager la souveraineté militaire française pour donner le bon exemple? Et vous savez, pour danser le tango, il faut être 2. Et là, en l'occurrence, il faut être 27, ce qui n'est plus tout à fait un tango, mais plutôt une sarabande. Dans un discours à l'école militaire, devant l'école de guerre, il y a plus d'1 an de ça, Emmanuel Macron a fait bouger à la marge la doctrine sur la dissuasion nucléaire française en confirmant de manière un petit peu plus précise. C'est jamais précis quand il s'agit de dissuasion, parce que le propre d'une bonne dissuasion, c'est qu'elle est imprécise. Enfin, confirmant qu'en réalité, les intérêts européens seraient considérés comme des intérêts vitaux nationaux. Et il est allé plus loin en proposant d'ouvrir un dialogue stratégique avec les autres Européens sur la dissuasion. C'est pas rien. C'est d'autant moins rien quand la France est le seul État doté de l'arme nucléaire qui reste dans l'Union européenne après le départ des Britanniques. Que croyez-vous qu'il arriva? Depuis lors, tous les autres pays regardent leurs chaussures. Pendant des années, ils adoraient dire que la France parlait de défense européenne, mais n'était pas capable de débattre de dissuasion. Le jour où il dit, justement, parlons-en, il n'y a plus personne. Parce que là, ça oblige chacun à sortir de ses contradictions, à dire ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, ce qu'il est prêt à faire, ce qu'il n'est pas prêt à faire. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous lu Talleyrand et qu'ils pensent tous qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. On voit bien les Allemands, avec des vrais blocages constitutionnels, mais parfois des blocages dans le blocage au niveau politique, et aujourd'hui une incertitude compte tenu du climat politique actuel en Allemagne. Moi, je voudrais partager avec vous ce qui est quand même la preuve que ce monde change, sur la production de drones européens en commun. Ça fait partie des projets prioritaires de la coopération structurée permanente. Les Verts allemands ont fait un pas de géant en acceptant que ces drones soient armés. Vous allez me dire, c'est bien le moindre, puisqu'on parle de défense. Mais enfin, pendant très longtemps, on entendait dire qu'on allait faire des drones ensemble, mais qu'on ne pourrait pas les armer, ce qui nous intéressait quand même modérément. Les Verts ont franchi le pas, le SPD toujours pas. On en vient à se demander lequel des deux est un parti de gouvernement, sachant que le SPD est dans la coalition depuis des années. Aujourd'hui, le SPD allemand ne veut pas entendre parler de drones armés produits en commun. Donc oui, effectivement, séparer son manteau pour que la souveraineté ne soit pas seulement monétaire ou industrielle, mais on ne peut pas être seul. Et ce qu'il faut, c'est une volonté commune. C'est ça qu'on essaie de construire avec la culture stratégique commune, avec la boussole stratégique. Parce que, imaginons ce que les fédéralistes remettent dans toutes les résolutions du Parlement européen, et ce sur quoi j'ai toujours un débat respectueux, mais sans concession. Imaginons qu'il y ait un jour un siège de membre permanent du Conseil de sécurité pour l'Union européenne. Bon, il faudrait quand même changer la charte des Nations unies, puisque les Nations unies ne reconnaissent pas les organisations. Bon, admettons. Mais ça donnerait quoi, ce siège de membre permanent, avec droit de veto, à part une statue de cire totalement muette, vu le nombre de fois où il n'y a pas de position européenne? On ne peut pas tirer une cartouche comme ça, à blanc. Donc il faut, pour le coup, faire les choses dans l'ordre. Et pour le coup, avancer vers une vraie politique étrangère et de sécurité commune qui permet, à partir de là, des partages de souveraineté. Tant que ce n'est pas le cas, en 2013, Serval est parti tout seul au Mali
Ensuite, EUTM est venu. Et aujourd'hui, on a une version un petit peu bâtarde, mais au bon sens du terme, avec Takuba. Mais, et je suis persuadée que demain, si la Suède se sentait menacée directement sur un intérêt de sécurité immédiat, ils agiraient d'abord, ils appelleraient les Européens après. Là où on essaye de progresser, c'est précisément sur le cyber et utiliser ce qu'il y a dans les traités, l'article 42.7 par exemple, pour faire en sorte que si un État est attaqué, tous viennent en solidarité à la rescousse. Si déjà on arrive à ça d'ici l'année prochaine, compte tenu du fait que c'est la vraie menace quotidienne d'aujourd'hui, ce sera pas mal. Merci beaucoup. Eh bien, on va conclure là-dessus. Je te laisse conclure et puis voilà, pour remercier tout le monde. Merci Hervé. Je voudrais d'abord remercier Madame Loiseau qui nous a fait le plaisir de partager cette heure de discussion avec nous pour nous donner son avis sur les développements en matière d'Europe de la défense, de place de l'Europe dans le monde, aussi au niveau diplomatique et au niveau de la crédibilité. Et ça concluait très bien la journée qui a été la nôtre. Il manquait ce maillon à la chaîne. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous un samedi après-midi. En plus, ce n'est pas toujours un créneau qui est facile à réserver. Je vous remercie vraiment de nous avoir accordé ce plaisir. Je voudrais aussi remercier nos participants qui ont été actifs avec leurs questions et qui ont écouté activement les débats, à la fois celui-là, mais aussi tout au long de la journée. Je vois et je reconnais certains participants qui sont là depuis hier soir avec nous. Donc, vraiment, merci pour ça. Merci d'avoir participé à ces différents échanges. On vous a remis le formulaire de satisfaction. Ça va être la dernière fois qu'on vous le dit, donc du coup, on vous le redit encore une dernière fois. Remplissez-le, c'est important pour nous pour pouvoir déterminer dans quelle mesure ça vous a apporté des éléments et aussi pour comprendre ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines fois. Donc, Hervé vous l'a remis dans le chat si jamais vous l'aviez perdu depuis hier soir. Et donc, avec ces mots de remerciement, je vais conclure cette double journée, puisqu'on a commencé depuis hier soir à discuter sur ce thème-là. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses en construction. Et c'est ce que Madame Loiseau précisait tout à l'heure, où effectivement, il y a des éléments pour lesquels l'Union européenne se meut relativement lentement, mais sûrement, je dirais. Et donc, la place qu'elle occupe sur la scène internationale semble faire partie de ces éléments où peut-être c'est un peu moins visible, peut-être ça ne fait pas partie des politiques sur lesquelles on reconnaît l'action de l'Union européenne de manière évidente, mais il y a des choses qui se font, qui continuent de se faire et qui se feront pour le futur. Et donc, comme on le voyait cet après-midi, la conférence sur le futur de l'Europe et les discussions en cours à cet égard sont un moyen de pouvoir faire avancer les choses. Et je retiendrai de cette journée de débat que, par exemple, la règle de l'unanimité au Conseil en matière d'affaires étrangères est au moins une des propositions à mettre sur la table, sinon la proposition qui a l'air quand même de faire relativement consensus parmi les intervenants qui ont accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie encore Madame Loiseau pour son temps. Et du coup, au plaisir de vous retrouver bientôt sur les événements prochains que nous serons amenés à faire, soit sur la conférence, soit sur le reste. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci.